L'Égypte, terre de trésors, de secrets, où tant de questions restent sans réponse. Ces inscriptions pourraient expliquer la naissance d'une grande puissance. Elles font revivre un souverain oublié, Scorpion. Les historiens assemblent les pièces du puzzle pour comprendre une période méconnue. Va-t-on enfin découvrir le monde du roi Scorpion ? L'Égypte ancienne est connue de tous, à travers ses temples et ses tombeaux. Mais les archéologues se demandent toujours comment elle est née, il y a de ça plusieurs millénaires. De récentes découvertes apportent un éclairage nouveau. Djebel Chaouti, à une quinzaine de kilomètres à l'ouest du Nil. John Darnell est tombé par hasard sur un site qui pourrait nous en dire plus sur l'un des plus mystérieux souverains égyptiens. Il y a une saillie naturelle de la roche avec des parois de calcaire idéales pour des fresques. Par chance, les Égyptiens de l'Antiquité adoraient laisser des inscriptions et le site en est rempli. Nous avons découvert cet endroit en fin de journée, alors que la lumière déclinait. Une scène se démarquait du reste. Sur ce rocher, il y a des motifs inhabituels et très intéressants. Mais à l'époque, nous ignorions ce qu'ils représentaient. L'archéologue commença à les déchiffrer. C'était une procession formée d'hommes et d'animaux. Leur style les faisait remonter à 2 siècles avant l'ère des pharaons. Pourtant, on y distinguait clairement l'un des symboles des souverains d'Égypte. Horus, le dieu faucon. Les inscriptions parlaient donc d'un roi. Le faucon est l'un des premiers emblèmes de la royauté égyptienne. Le nom de plusieurs souverains associe cet oiseau à un autre symbole. Il fallait donc trouver la deuxième partie du nom. Elle était juste en dessous du faucon. Et c'était l'un des animaux les plus connus du désert. Le scorpion. Si ce motif parle d'un souverain dont l'appellation officielle était Horus Scorpion, ce site est un monument à la gloire du roi Scorpion. Il s'agit peut-être du récit d'un événement qui aurait eu lieu sous son règne. Encore fallait-il comprendre la signification de la scène. Mais déjà, la simple mention d'un souverain était une avancée majeure. Cela faisait longtemps que les historiens s'interrogeaient sur le roi Scorpion. C'est un roi très mystérieux. Il intrigue tout le monde. Le premier indice de son existence est apparu à près de 100 km de Djebel Chaouti, dans la cité antique d'Hierakonpolis. En 1898, l'archéologue britannique James Quibell y exhume plusieurs fragments de roche. Il s'agit d'une massue. Normalement, cette arme de guerre est formée d'une grosse pierre montée sur un manche en bois. Celle-ci, plus volumineuse, servait aux cérémonies. Parmi les motifs, on distingue un scorpion.
Et le personnage principal du dessin ressemble à un pharaon. Sa couronne évoque celle des souverains égyptiens. D'autres emblèmes royaux sont visibles. Il porte un pagne royal. Il y a une queue de taureau à côté de lui. Ce sont des attributs typiques des rois. Le rôle d'un pharaon allait au-delà de la politique. Il devait préserver l'harmonie sur terre et assurer la survie éternelle de son peuple. C'est justement ce que fait l'homme représenté sur la massue. Le roi pratique un rituel d'irrigation. Il creuse un canal pour faire couler l'eau sur la terre. En se représentant pendant cette cérémonie, il renforce l'idée que le roi apporte la prospérité à l'Égypte. Le pharaon dompte les eaux du Nil, source de vie pour tout le pays. Tout semble indiquer que l'homme doté d'une massue est un souverain égyptien. Mais lequel? Deux symboles dessinés près de son visage, un scorpion et une rosette, permettent de l'identifier. D'autres objets portent cette petite rosette suivie d'un nom. Donc nous pouvons conclure que c'est la même chose sur cette massue. C'est un roi nommé Scorpion. Le style de la massue et le nom du souverain évoquent le tout début de l'histoire égyptienne. Parmi les rois de la première dynastie, il y avait le roi combattant, le roi forteresse, le roi serpent et le roi au cœur vaillant. Ces noms ont tous une connotation militaire ou violente. Je crois que les souverains de l'époque étaient surtout des défenseurs de leur pays et des chefs de guerre. Dans ce contexte, roi Scorpion, avec l'idée d'un dard mortel, était un nom idéal. À l'époque de cette découverte, James Quibell reste perplexe. Parmi tous les pharaons connus, aucun ne s'appelle Scorpion. Puis à quelques mètres de la massue, l'archéologue fait une autre découverte majeure. C'est un objet exceptionnel, la palette de Narmer, qui est considérée comme le premier document historique du monde. C'est une version cérémonielle de la pierre plate utilisée pour mélanger les pigments et les onguents. Elle est décorée sur les deux faces. Au recto, nous avons un personnage principal, un roi brandissant une massue au-dessus de sa tête pour frapper un prisonnier à genoux. Au verso, le roi montre de quoi il est capable. Il passe en revue les cadavres décapités de ses prisonniers. De chaque côté, on retrouve les deux mêmes hiéroglyphes. Le poisson-chat, Nar, et le ciseau, Mer, Narmer. Le style est le même que sur la massue. Les deux personnages portent la même coiffe royale, à une différence près. Sur une autre image, Narmer en a une deuxième. Il régnait donc sur un territoire plus grand. À l'époque, l'Égypte était coupée en deux. La Haute-Égypte comprenait la vallée du Nil, dans le sud, et la Basse-Égypte était la région du delta, au nord. Le pharaon a dominé tout le pays après avoir réunifié ces deux moitiés. En général, un pharaon est représenté avec deux couronnes superposées, la grande, de la Haute-Égypte, et celle de la Basse-Égypte, en forme de mortier. Scorpion n'a que la coiffe du sud, alors que Narmer semble avoir régné sur l'ensemble du pays. C'est la plus ancienne image évoquant une unité territoriale.
Les scènes retrouvées sur la palette raconteraient donc la victoire de Narmer, le premier souverain d'une Égypte unifiée. La ressemblance avec la massue laisse penser que Scorpion a vécu à peu près à la même époque. La description de Narmer sur la palette est très proche de celle de Scorpion sur la massue. On peut donc en déduire qu'ils étaient contemporains ou que Scorpion l'a précédé de peu. Ils auraient donc régné avant la première dynastie. Scorpion présentait toutes les caractéristiques d'un pharaon à une époque où il n'existait pas encore. Il fallait donc réécrire l'histoire égyptienne. La découverte de ces objets a fait sensation. C'était quelque chose d'inédit. La massue de Scorpion a bouleversé la thèse officielle. Les archéologues se sont retrouvés propulsés à une époque sur laquelle ils n'avaient aucun document. Ils en sont restés bouche bée, ils ne savaient plus quoi faire. C'est pour ça qu'ils se sont passionnés pour ce nom. C'était quelque chose de tangible. Au tournant du XXe siècle, on pensait que la civilisation égyptienne était née brutalement, vers 3000 avant notre ère, avec l'arrivée des premiers pharaons. Beaucoup croyaient qu'il y avait eu une invasion par une race supérieure. Vu la beauté des créations de la civilisation égyptienne, les gens du début du XXe siècle n'imaginaient pas que l'Afrique en était capable. Ça venait forcément de Mésopotamie ou d'Europe. C'était une conception tout à fait raciste. Les pharaons auraient donc été des envahisseurs étrangers apportant le progrès à un territoire primitif. Cette thèse était contestée par certains égyptologues, et la découverte de la massue de Scorpion et de la palette de Narmer ne fit que renforcer leur théorie. Il fallait bien ajouter un préambule à l'histoire égyptienne. La révélation de l'existence de rois avant Narmer et la première dynastie a contraint les égyptologues à inventer un nouveau terme, la dynastie zéro. Elle comprend tous les souverains du nord et du sud du pays avant la première dynastie. Au début du XXe siècle, James Quibell et les historiens ont révélé un chapitre inconnu. Aujourd'hui, les archéologues commencent à mieux connaître la vie et les exploits du mystérieux Scorpion. Dans le sud de l'Égypte, une paroi rocheuse porte le nom d'un souverain dont on ignorait l'existence. Depuis que son image a été retrouvée sur une massue votive, il intrigue les archéologues. Ces inscriptions décriraient un événement important dans sa vie. Flottant de droite à gauche, derrière Scorpion, on voit un étendard divin, sans doute un animal sur un poteau vertical. Il est suivi par un homme avec un long vêtement, probablement un prêtre, portant un bâton. Il y a aussi un prisonnier, les mains ligotées dans le dos, dans une position très douloureuse. Ses cheveux volent dans tous les sens. Et il est attaché à une corde tenue par cet homme très grand qui brandit une massue. Cet homme serait Scorpion. Sa posture est très proche de l'image classique des pharaons égyptiens. On les voit souvent dominer un prisonnier ennemi en le menaçant d'une arme. C'est un symbole de puissance ou la référence à une victoire militaire. En l'occurrence, il s'agirait d'une bataille, comme le prouve la cigogne associée au serpent. La cigogne et le serpent incarnent l'ordre triomphant du chaos.
Cela signifierait qu'à travers cette scène, on veut nous montrer le roi Scorpion remportant une victoire sur ses ennemis. Mais qui avait-il vaincu? L'emplacement de ce rocher pourrait être un indice. Il est sur la route de Nakada, la grande rivale des deux principales cités du sud, Hierakonpolis et Abydos. Il faut imaginer ces trois royaumes rivalisant pour dominer la Haute-Égypte pendant la période prédynastique. Sur la massue, Scorpion porte la couronne de la Haute-Égypte, ce qui laisse penser qu'il a remporté cette lutte de pouvoir. Le rocher raconterait une bataille décisive. Scorpion et son prisonnier font face à la route qui monte, derrière nous. On dirait que le roi emmène son prisonnier de la région de Nakada dans cette direction, peut-être vers Abydos. Si c'est le cas, cet événement est une date clé. En triomphant de Nakada, Scorpion aurait unifié la Haute-Égypte sous son autorité. Il aurait ouvert la voie à son successeur, Narmer, qui a pu étendre son pouvoir sur le nord et être le premier à régner sur toute l'Égypte. Cette scène commémore sans doute la victoire militaire qui a débouché sur l'unification de la Haute-Égypte et la fondation de la dynastie Zéro. Ces inscriptions ont été laissées 2 siècles avant la fabrication de la massue. Elles prouveraient la vénération des premiers souverains égyptiens pour Scorpion. Je pense que la massue a été gravée sous Narmer, en hommage à celui qui avait unifié la Haute-Égypte et que Narmer considérait comme son prédécesseur spirituel et politique. Narmer n'aurait peut-être pas imposé sa loi sur toute l'Égypte si Scorpion n'avait pas triomphé sur le sud. C'est une victoire écrasante qui est décrite sur la massue. Au-dessus du roi, on voit des lances avec des étendards qui représentent sans doute les territoires conquis. L'imagerie est violente. Un oiseau est pendu à chaque étendard, comme à une potence, pour symboliser la soumission des régions à leur nouveau maître. Représentation d'un monde très violent. Pour accéder au pouvoir, les souverains comme Scorpion devaient être de grands chefs militaires. Mais ils devaient être aussi des meneurs charismatiques qui savaient galvaniser les foules et inciter le peuple à les suivre dans leur quête de gloire. Scorpion devait être un grand roi guerrier. Ses conquêtes ont vraisemblablement changé le destin du pays. Ces découvertes prouvent aussi que son règne a été une époque glorieuse. La cité antique d'Abydos, sur la rive ouest du Nil. C'est là que Scorpion semble emmener son prisonnier. Les premiers pharaons y seraient inhumés. Pour les Égyptiens, Osiris, le dieu des morts, reposait à Abydos. Aujourd'hui, le site est jonché de fragments de poterie qui témoignent de son importance religieuse. Pendant plusieurs siècles, les pèlerins ont vénéré Osiris à Abydos et ils ont laissé des offrandes. On estime qu'il y a environ 10 millions de fragments de poterie. Mais c'est difficile de les compter. Plusieurs tombes de pharaons ont été exhumées avant que les archéologues ne trouvent des vestiges bien plus anciens et bien plus spectaculaires.
Nous avons mis au jour des murs en briques. C'était incroyable. Il y avait une chambre, puis une autre, et encore une autre. Aujourd'hui, l'édifice a été réenseveli pour être protégé. C'est un tombeau composé de 12 chambres funéraires mesurant 75 mètres carrés. D'après la datation au carbone 14, il a été bâti environ 200 ans avant les premiers pharaons. Ça nous a étonnés. Nous ne nous attendions pas à trouver un tombeau de cette taille datant de cette période. Ça a changé radicalement notre vision des premiers temps de l'histoire égyptienne. On l'a baptisé tombe Uji. Voilà la tombe Uji, telle que nous l'avons exhumée. Là, c'est la chambre funéraire, à l'ouest. Cette zone plus claire au sol indique l'emplacement d'un autel en bois. Le défunt devait être un homme riche et puissant. Des pilleurs ont emporté les objets précieux, mais il reste des amphores qui contenaient autrefois de l'huile et de la bière. Il y en avait 700 pour le vin, l'équivalent de 4500 litres. On a la preuve que l'occupant des lieux n'était pas un riche marchand, mais bien un roi. Dans un coin, nous avons trouvé un sceptre recourbé, en ivoire, l'un des attributs royaux. C'était donc le tombeau d'un souverain. Le sceptre est l'ancêtre de la crosse enterrée avec Toutankhamon 18 siècles plus tard. À qui peut-il appartenir? En assemblant les fragments de poterie, les archéologues ont découvert des représentations de plantes et d'animaux. Sur les amphores d'huile, des inscriptions indiquaient leur domaine d'origine, avec un animal pour représenter le nom du propriétaire terrien. Un dessin a attiré leur attention. Voilà un scorpion, avec ses pinces et son dard venimeux. Et en dessous, une petite plante. Et ce n'était pas un exemple isolé. Le motif le plus répandu est le scorpion associé à une plante. Il y en a environ 70 contre seulement 6 poissons et 5 escargots. Ces amphores venaient sans doute d'un domaine fondé par le roi Scorpion. Nous pensons donc que c'est sa tombe. Ce tombeau est contemporain des inscriptions rupestres retrouvées à une 60aine de kilomètres. Ce qui est très intéressant dans cette scène, c'est le parallèle qu'on peut faire avec plusieurs éléments de la tombe Uji à Abydos. Son style iconographique pourrait dater de l'époque où vivait l'homme enterré là-bas. Quand le sud du pays a été unifié, Scorpion aurait choisi Abydos comme cimetière royal. Cette découverte est une avancée majeure dans l'enquête sur ce mystérieux souverain. En poursuivant les fouilles, les archéologues ont trouvé d'autres vestiges qui vont encore plus loin. Scorpion a peut-être joué un rôle capital dans la naissance de la civilisation égyptienne. On sait déjà que ce souverain a conquis le sud du pays et ouvert la voie à l'unité politique du territoire. Mais son règne a peut-être été un tournant dans un autre domaine. Avec la tombe Uji, on franchit un cap sur le plan qualitatif. Elle est plus grande que les sépultures précédentes. Pour la première fois, sa conception reprend l'idée qu'on a besoin d'une maison pour la vie dans l'au-delà.
C'est un palais miniature de 12 chambres, relié par des passages très étroits, 15 cm de large sur 1 mètre de haut, pour que l'esprit du roi puisse circuler. Il y a aussi la place pour entreposer de nombreux objets funéraires. La tombe contenait une grande quantité de nourriture et de vin. C'est la notion que la vie après la mort est très longue. Il faut avoir de quoi tenir très longtemps. Cette conception serait à l'origine des luxueux tombeaux des pharaons. L'extérieur de la tombe pourrait être l'ancêtre de la plus célèbre invention égyptienne, la pyramide. Le plafond de ces chambres tient grâce à des poutres en bois, avec plusieurs couches superposées par-dessus. Des nattes, des briques crues, du plâtre, et sans doute tout en haut, du sable et des gravats formant un monticule. À Abydos, les fouilles ont prouvé qu'au fil du temps, ce monticule avait évolué pour donner une structure en pierre appelée mastaba. Pendant 6 siècles, c'était devenu la norme pour les tombeaux royaux. Ensuite, le pharaon Djéser a eu l'idée d'empiler plusieurs mastabas. Inventant du même coup la pyramide à degrés. C'est le prototype des pyramides lisses bâties plus tard. Ces monuments emblématiques de l'Égypte des pharaons seraient donc nés à l'époque prédynastique. Sans cette période, nous n'aurions pas ces monuments que sont les pyramides et les tombeaux de la vallée des rois. Je pense que l'ère prédynastique a posé les fondations de l'Égypte. Le règne de Scorpion serait également lié à une innovation capitale dans l'histoire de la civilisation. L'écriture. Dans la tombe Uji, on a retrouvé 180 petites tablettes en ivoire portant des signes. Certains représentent des animaux. D'autres sont plus mystérieux. Quand nous avons découvert ces petites étiquettes dans le sable qui remplissait les chambres, nous n'en avons pas cru nos yeux. Elles ressemblent aux hiéroglyphes, alors qu'on pensait que l'écriture était apparue 200 ans plus tard. Pouvait-elle déjà exister à l'époque? Les hiéroglyphes combinent des symboles et des signes phonétiques pour former des mots. Ce système d'écriture a été utilisé par l'Égypte dynastique pendant plusieurs millénaires. Pourtant, on n'en avait jamais retrouvé aucune trace avant les pharaons. On a toujours pensé que l'écriture n'était pas née en Afrique du Nord, mais au Moyen-Orient, en Mésopotamie. C'est là que le cunéiforme est apparu, avant l'époque pharaonique. Les étiquettes de la tombe Uji sont percées d'un trou, sans doute pour être attachées à des caisses en bois ou des récipients. À quoi pouvaient servir ces étiquettes? À la décoration? C'est peu probable. Elles étaient fixées grâce à ces petits trous et fournissaient sans doute des informations. Nous avons donc essayé de les comprendre. Sur plusieurs étiquettes, des hiéroglyphes ont pu être déchiffrés, comme la cigogne accolée à un siège. Quel peut être le sens? Une cigogne assise? Non. Mais nous connaissons les hiéroglyphes utilisés plus tard. Ils représentent des sons. La cigogne, c'est Ba. Et le siège, Set. Ça donne le mot Basset, qui est le nom d'une cité du delta. Basset était à 500 km au nord d'Abydos. D'autres étiquettes portaient aussi des noms de lieux.
Le plus important, c'est que cette écriture est phonétique. Un signe égale un son. C'est une étape cruciale dans le développement de l'écrit. Ce sont les exemples les plus anciens d'une écriture phonétique bien avant la Mésopotamie. L'Égypte pourrait donc être l'un des berceaux de l'écriture. Une découverte d'une portée historique. La naissance de la civilisation est arrivée avec l'écriture en Égypte, bien avant ce qu'on pensait. C'est le début de l'écrit. Scorpion a peut-être assisté au balbutiement de l'écriture phonétique. Pour Gunther Dreyer, les hiéroglyphes ont été inventés parce que le royaume était immense. Imaginez un souverain qui collecte des impôts sur tout son territoire. Il a besoin de consigner qui a versé quelle somme et à quel moment. Les étiquettes auraient donc porté le nom des villes et des domaines qui envoyaient des marchandises pour payer leurs dus. Le déchiffrage de ces symboles ouvre une nouvelle fenêtre sur le passé. Sans l'écriture, nous ne saurions rien des événements ou des personnes. Grâce à ce que la tombe Uji, celle du roi Scorpion, nous apprend, nous avons récupéré 250 ans d'histoire de l'humanité. Les étiquettes montrent que l'influence de Scorpion dépassait le sud de l'Égypte. Après Basset, on a trouvé le nom d'une autre ville du nord, Bouto. C'était une cité commerçante du delta, où transitaient les marchandises venues d'Orient. La tombe de Scorpion contenait des amphores de vin en provenance de Palestine. Nous savons qu'il y avait des routes commerciales vers le Proche-Orient et la Palestine. Le roi devait avoir les moyens de protéger la circulation des marchandises. Son influence devait être considérable. C'est une époque charnière dans l'histoire égyptienne. Sous Scorpion, le nord et le sud se rapprochent. C'est sous la dynastie Zéro que les principes fondamentaux de la civilisation antique égyptienne se mettent en place. Les notions de royauté, d'autorité, de contrôle de l'économie, de religion, d'art et d'architecture. Aujourd'hui, de nouvelles découvertes suggèrent que Scorpion a hérité d'un territoire bien plus développé qu'on ne le croyait. Depuis toujours, les historiens pensaient que l'Égypte ancienne était née brutalement, avec l'arrivée de pharaons venus d'ailleurs. En voyant les exploits des pharaons, les premiers égyptologues ne pouvaient croire que cette civilisation avait été créée par des Nord-Africains, les habitants originaux de l'Égypte. Pour eux, il n'y avait qu'une seule solution. Le progrès était venu de régions orientales plus éclairées, par exemple la Mésopotamie. Les dernières fouilles prouvent à quel point ils se sont trompés. Une scène gravée sur un rocher montre que Scorpion a unifié de grandes cités 2 siècles avant le premier pharaon. Dans son tombeau, on a la preuve que la naissance de 2 des principaux symboles de la civilisation égyptienne, l'écriture et les pyramides, date de cette époque. L'existence de Scorpion a été découverte au tournant du XXe siècle dans la cité d'Hierakonpolis. Au fil du temps, les archéologues en ont appris de plus en plus sur son règne. La culture de l'époque était bien plus sophistiquée qu'on ne le croyait. Et les fouilles ont permis de localiser les vestiges d'une puissante cité datant de plusieurs siècles avant Scorpion.
Nous savons qu'elle s'étendait sur plus de 3 kilomètres, au bord de ce qui est aujourd'hui le bas désert. Elle continuait de l'autre côté dans la zone cultivée. C'était un endroit très animé. À l'époque des pharaons, Hiérakonpolis était placée sous la protection d'Horus, le dieu faucon, qui était aussi l'emblème de la royauté. Un objet prouve que cette divinité était déjà vénérée plusieurs siècles auparavant. C'est la plus ancienne représentation d'Horus, le faucon. Elle date de l'Égypte prédynastique. C'est une découverte exceptionnelle. Cette statuette remonte à 700 ans avant les premiers pharaons. Et le site a livré d'autres objets de la même époque. L'une des grandes caractéristiques de la société pharaonique est la production centralisée de nourriture et de boissons. Les travailleurs recevaient des rations alimentaires en guise de salaire. Ce système existait déjà à Hiérakonpolis, où on a retrouvé la trace d'une unité de production à grande échelle. Au milieu, il devait y avoir une grande cuve en céramique, à cette hauteur. Elle était posée au-dessus du sol, sur ces barres à feu. Leurs extrémités étaient triangulaires. Elles étaient disposées en biais et devaient être cimentées à la cuve pour les stabiliser. Ensuite, on faisait un feu sur le côté pour obtenir une chaleur moyenne et homogène. Dans ce large fossé, il y avait 8 cuves. Pour éviter que la chaleur ne s'échappe, l'installation était recouverte de murs en terre crue et de fragments de poterie. Nous avons trouvé des résidus de sucre brûlé, comme du sucre carbonisé au fond d'une casserole. Nous avons analysé l'amidon qu'il contenait et constaté qu'il était fermenté. Nous savons donc qu'on fabriquait de la bière ici. La bière faite à base de pain d'orge était couramment consommée à l'époque des pharaons. Visiblement, elle était déjà très appréciée à Hiérakonpolis. Selon nos estimations, avec ces 8 cuves, cette brasserie devait produire presque 4000 litres de bière, environ tous les 2 jours. À l'évidence, c'était une fabrication industrielle. 2 brasseries ont été exhumées, ainsi que des boulangeries et des ateliers de potiers. Il y avait donc une véritable activité économique à cet endroit. Le tombeau de Scorpion contenait de la bière. Peut-être avait-il hérité de ce système de production centralisé. Cela prouve qu'il existait une véritable société organisée bien plus tôt qu'on ne le pensait. Personne ne s'attendait à voir une civilisation avancée à cette époque. Et on se demande alors qui dirigeait ce pays. Tout près des brasseries, la cité du dieu faucon apporte une réponse spectaculaire. On y a découvert les fondations d'un complexe funéraire. Le tombeau du souverain d'Hiérakonpolis. C'est la plus grande tombe de cette époque. Elle date d'environ 3800 avant notre ère. Et elle mesure 5,5 mètres sur 3. Elle est 2 à 3 fois plus grande que tout ce que nous connaissions. Les fouilles ont révélé les vestiges de constructions monumentales. Scorpion vivait peut-être là, et ces constructions ont pu inspirer l'architecture monumentale des pharaons. Autour du tombeau, des trous accueillaient autrefois des poteaux en bois. L'une des bases est encore intacte, après 6 millénaires. Elle est en acacia, signe que cette région aujourd'hui désertique était boisée. Les piliers étaient enfoncés sur 1,50 m et devaient soutenir une structure de grande taille. L'édifice pouvait faire 6 mètres de haut. Un acacia adulte peut mesurer 10 mètres.
Ça devait être quelque chose de très impressionnant. La distance entre les piliers laisse penser qu'ils étaient recouverts d'un toit, peut-être en jonc tressé. La découverte de fragments de plâtre rouge et de cèdre du Moyen-Orient indique que les murs devaient être finement ouvragés et ornés de motifs colorés. Imaginez ces grandes constructions avec des couleurs vives. Ça devait être magnifique. Ça ouvre la voie à l'architecture monumentale qui apparaît plus tard en Égypte. Les bâtisseurs étaient limités par les matériaux disponibles. Les constructions en bois ne peuvent pas excéder une certaine taille. Mais si on passe à la brique, puis à la pierre, tout devient possible. À l'intérieur du tombeau, certains fragments d'objets annoncent les œuvres d'art réalisées à la demande des pharaons. Notamment des morceaux de nez et d'oreilles venus des premières statues égyptiennes grandeur nature, ainsi que des masques funéraires en céramique. Il fallait protéger sa tête et son visage pour l'éternité. Ce sont les précurseurs des masques dorés, comme celui de Toutankhamon, avec ses ornements en or, en lapis-lazuli et en coquillage. Voici comment tout a commencé. À quelques mètres du tombeau royal, on trouve les vestiges d'une autre structure en bois. Le prototype de l'architecture en pierre des pharaons. Ici, nous avons ce qui devait être un temple funéraire, le plus ancien d'Égypte. Toute cette zone ne contenait aucune sépulture, mais des salles avec de grands piliers. Imaginez une forêt de colonnes. C'était un édifice semblable au tombeau, en plus grand. Nous savons que les murs étaient recouverts de plâtre, avec du rouge, du vert et des ornements figuratifs. Ce devait être un édifice superbe, dressé au milieu du désert. C'était l'ancêtre direct de la grande salle hypostyle de Karnak, bâtie 2 millénaires plus tard. Personne n'imaginait que ce type d'architecture existait déjà à l'époque. Nous pensions qu'il était né avec l'utilisation de la pierre, mais à l'évidence, il est apparu avec ces constructions qu'on ne peut plus appeler primitives. Elles étaient en bois, mais déjà très sophistiquées. Les fouilles ont donc révélé la présence d'un complexe sacré composé de tombeaux royaux et de temples. Par la suite, Scorpion et les souverains de la dynastie Zéro ont poursuivi sur la lancée des rois enterrés ici. Finalement, les souverains qui étaient considérés comme les premiers d'une lignée ne sont que les héritiers d'une longue tradition de développement et d'innovation, née 5 siècles plus tôt. Grâce à Hierakonpolis, les archéologues peuvent imaginer la cité de Scorpion. Ces emblèmes royaux pourraient faire remonter l'histoire de l'Égypte encore plus loin dans le temps. Dans le tombeau où il reposait sans doute, on a retrouvé un sceptre recourbé, annonciateur de celui de Toutankhamon 18 siècles plus tard. Ce serait le signe que la culture égyptienne est bien née dans le désert. Aujourd'hui, la population du pays est concentrée sur les rives du Nil. Au-delà, il n'y a que des étendues arides. Dans le Sahara oriental, très peu exploré, l'archéologue Rudolf Cooper cherche la trace d'une lointaine présence humaine. Pour lui, l'art rupestre de la région date de plusieurs millénaires avant les pharaons. Et certains dessins représentent des scènes surprenantes, comme des éléphants en plein désert. On voit la queue, les pattes, les défenses et la longue trompe jusqu'ici. L'image d'un éléphant dans le désert paraît totalement incroyable. L'explication se trouve dans l'évolution du climat. Il y a près de 12 000 ans, la mousson commence à faire pousser de la végétation dans le Sahara, ce qui attire de nombreux animaux,
comme les éléphants et les autruches. Les plantes sont arrivées, puis les animaux, qui ont été suivis par les hommes. Ces gens étaient des chasseurs-cueilleurs et des pêcheurs. L'art rupestre semble montrer que plus tard, environ 3 millénaires avant les pharaons, les chasseurs du Sahara deviennent bergers. Ces nomades laissent des traces un peu partout dans le désert. Pourtant, on n'a presque aucune preuve de leur présence à la même époque dans la vallée du Nil. C'est peut-être parce que la région était trop humide, qu'elle était propice aux maladies. Les gens ne voulaient pas y vivre. Puis, un nouveau changement de climat transforme la savane en désert. Les nomades commencent à s'exiler. 1 millénaire avant les pharaons, ils sont déjà partis. À la même époque, des sites de peuplement apparaissent sur les rives du Nil, qui ne sont plus inhospitalières. Cette ère de changement climatique et de migration pourrait expliquer l'émergence de la civilisation égyptienne. On peut considérer l'aridification du Sahara comme un déclic dans l'histoire africaine. Ceux qui sont partis vers l'est et la vallée du Nil ont emporté leur culture avec eux. Ils sont arrivés avec leur économie, leur mode de vie, leurs croyances et leur idéologie. Ce sont peut-être les prémices de la religion de l'Égypte ancienne. Les nomades du désert, qui vivaient avec leurs troupeaux, sont peut-être à l'origine des symboles les plus connus de l'ère des pharaons. Les attributs royaux des pharaons comme la crosse et le flagellum sont inspirés des outils employés pour garder les animaux. Ils remontent à l'origine préhistorique des souverains égyptiens qui étaient peut-être des bergers. Scorpion a été inhumé avec un sceptre recourbé en ivoire. Et ce n'est pas le seul objet hérité des bergers qu'il a transmis à ses successeurs. À partir de Scorpion et de la palette de Narmer, l'un des principaux emblèmes du souverain est la queue de taureau, que les pharaons portaient autour de la taille. C'est un symbole de virilité et de puissance. Encore une fois, ça nous renvoie à la période préhistorique des bergers. Au 5e siècle avant notre ère, l'historien grec Hérodote a décrit l'Égypte comme un don du Nil. Mais l'origine de cette civilisation serait double. Si on tient compte de ce qu'on a retrouvé dans le désert, on peut dire que l'Égypte est aussi un don du désert. Ces découvertes complètent le travail entamé par James Quibell, qui a révélé l'existence de Scorpion à la fin du 19e siècle. L'archéologue a été le premier à remettre en question la thèse selon laquelle une race supérieure venue d'ailleurs aurait fondé la civilisation égyptienne. Il avait sans doute raison. L'Égypte ne semble plus surgir de nulle part avec les pyramides et la première dynastie. Au contraire, nous pouvons faire remonter ses origines à la préhistoire, ce qui donne un éclairage nouveau sur le développement de la civilisation en Afrique du Nord. L'enquête sur Scorpion a brossé le portrait d'un souverain dont le règne a été fondamental dans la création de l'Égypte ancienne. C'était un roi mystérieux. Maintenant, on sait ce qu'il faisait et le rôle qu'il a joué. On a un homme en chair et en os devant nous. Il a continué sur la lancée des cultures précédentes, avec la grande cité d'Hierakonpolis, et unifié l'Égypte grâce au commerce et à ses conquêtes militaires. L'unification de la Haute-Égypte, réalisée par Scorpion, a déclenché une suite d'événements qui sont les fondements de la civilisation pharaonique. Son royaume était administré grâce au premier système d'écriture phonétique.
Sous son règne, apparaît un nouveau type de sépulture qui pourrait avoir inspiré les pyramides. Aujourd'hui, les historiens exhument les origines de l'Égypte ancienne et l'héritage extraordinaire du roi Scorpion.